Avant de plonger dans cette histoire fascinante, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à profiter pleinement de ce récit. Merci d'être là ce soir. On vous a dit qu'Al Capone était un monstre, un gangster sanguinaire, le visage de la prohibition américaine. Mais personne ne vous a raconté comment un enfant d'immigrés italiens, arrivé dans les rues sales de Brooklyn, est devenu l'homme le plus puissant de Chicago. Comment a-t-il transformé la violence en empire? Pourquoi le gouvernement américain, incapable de le condamner pour ses crimes les plus sanglants, a-t-il dû inventer une nouvelle façon de faire tomber les rois du crime? Et surtout, comment un homme qui contrôlait des millions de dollars, qui achetait des juges et des policiers, qui tuait sans hésiter, a-t-il fini par perdre tout ce qu'il possédait à cause d'une simple feuille d'impôt? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un criminel, c'est l'histoire d'une époque où l'Amérique s'est interdit l'alcool et a créé, sans le vouloir, le plus grand marché noir de son histoire. C'est l'histoire d'une ville, Chicago, qui est devenue un champ de bataille entre gangs rivaux. C'est l'histoire d'un système qui s'est retourné contre lui-même. Cette nuit, laissez-moi vous emmener dans les années 20, dans les speakeasies enfumés où le jazz résonnait jusqu'au petit matin, dans les rues mouillées de pluie où les cadavres tombaient comme des feuilles d'automne, dans les bureaux feutrés où les hommes en costume 3 pièces décidaient qui vivrait et qui mourrait. Fermez les yeux. Écoutez les sirènes lointaines, le claquement des talons sur le trottoir, le bruit sourd d'une porte qui se referme dans la nuit. Vous êtes en 1920. L'Amérique vient d'entrer dans une ère nouvelle, une ère qu'elle regrettera. Mais avant Chicago, avant les mitraillettes et les costumes de soie, il y avait Brooklyn, un quartier surpeuplé, bruyant, où les immigrants italiens s'entassaient dans des appartements minuscules. Ils fuyaient la misère de l'Italie du Sud, les terres arides de Calabre, de Sicile, de Campanie. Ils arrivaient avec l'espoir d'une vie meilleure, mais trouvaient des usines insalubres, des salaires de misère et le mépris des Américains qui les traitaient de voleurs, de sales types, d'indésirables. C'est dans ce monde que naît Alphonse Gabriel Capone le 17 janvier 1899. Son père, Gabriel, est barbier. Sa mère, Teresa, s'occupe de leurs 9 enfants dans un petit appartement de Navy Street. La famille Capone n'est pas différente des milliers d'autres familles italiennes qui peuplent Brooklyn. Ils travaillent dur, ils économisent chaque sou. Ils rêvent que leurs enfants auront une vie meilleure. Mais Alphonse n'est pas un enfant docile. Dès l'école primaire, il se bat. Il refuse l'autorité. À 14 ans, il frappe un professeur qui l'a insulté et quitte l'école pour toujours. Dans les rues de Brooklyn, un garçon intelligent et violent peut choisir 2 chemins, la misère des usines ou les opportunités troubles des gangs de rue. Alphonse choisit les gangs. Il rejoint d'abord les petits groupes de voyous qui contrôlent les ruelles de son quartier. Puis il monte en grade. Il intègre les Five Points Gang, l'un des groupes criminels les plus puissants de New York. Leur chef, Johnny Torrio, remarque ce jeune homme costaud, intelligent, qui sait se battre mais qui sait aussi réfléchir. Torrio voit en lui un potentiel. Il le prend sous son aile. C'est à cette époque qu'Alphonse commence à travailler comme videur dans un bar clandestin de Coney Island. Un soir, il fait une remarque déplacée à une jeune femme. Son frère, furieux, sort un couteau et lui taillade le visage à 3 reprises. Les cicatrices resteront pour toujours. Elles lui vaudront son surnom, Scarface, le visage balafré. Mais Alphonse déteste ce surnom. Plus tard, quand il sera puissant, il dira aux journalistes que ses cicatrices viennent de la guerre, qu'il s'est battu en France. Personne n'ose le contredire. Les années passent.
Alphonse grandit, se marie, a un fils. Il continue à travailler pour Torrio, à apprendre les ficelles du crime organisé. Mais New York est surpeuplé de gangsters. La compétition est féroce. Les opportunités sont limitées. Torrio le sait. Et quand, en 1919, une opportunité extraordinaire se présente à Chicago, il décide de partir. Il emmène avec lui son protégé le plus prometteur, Alphonse Capone. 1919, une date qui change tout. Le 17 janvier de cette année-là, le 18e amendement de la Constitution américaine entre en vigueur. La prohibition. L'interdiction de fabriquer, de vendre ou de transporter de l'alcool sur tout le territoire des États-Unis. Une loi votée sous la pression des groupes religieux et des mouvements de tempérance qui considèrent l'alcool comme la source de tous les maux de la société américaine. Les politiciens pensent qu'ils vont créer une société plus saine, plus morale, plus productive. Ils imaginent des usines où les ouvriers ne seront plus ivres, des foyers où les maris ne battront plus leurs femmes, des rues où les crimes diminueront. Ils se trompent complètement, car en interdisant l'alcool, ils ne suppriment pas le désir de boire. Ils créent simplement le plus grand marché noir de l'histoire américaine. Et dans ce nouveau monde, les hommes comme Johnny Torrio et Al Capone vont devenir des rois. Chicago, une ville de vent et de feu, une ville industrielle, bruyante, violente, une ville de contraste, où les riches vivent dans des manoirs de pierre, tandis que les pauvres s'entassent dans des taudis infects. Une ville où les abattoirs transforment chaque jour des milliers d'animaux en viande pour nourrir l'Amérique. Une ville où la corruption est une institution, où les policiers acceptent des pots de vin comme on accepte un pourboire, où les politiciens se vendent aux plus offrants. Quand Torrio et Capone arrivent à Chicago, la ville est déjà contrôlée par des gangs. Les Irlandais dominent le South Side. Les Italiens contrôlent une partie de l'Ouest. Les Polonais, les Grecs, les Juifs, tous ont leur territoire. Mais Torrio est malin. Il ne cherche pas à conquérir par la force. Il propose quelque chose de nouveau, une alliance, un partage du marché. Chaque gang contrôle son territoire et tout le monde gagne de l'argent sans s'entretuer inutilement. Pendant quelques années, ça fonctionne. L'alcool coule à flot dans les speakeasies, ces bars clandestins qui poussent comme des champignons dans toute la ville. Les gens boivent autant, sinon plus, qu'avant la prohibition. Mais maintenant, ils paient 3 fois plus cher et l'argent va dans les poches des gangsters au lieu d'aller dans les caisses de l'État. Les distilleries clandestines produisent de l'alcool de mauvaise qualité qui rend aveugle ou tue. Les contrebandiers font entrer de l'alcool canadien par les Grands Lacs. Les pharmaciens vendent de l'alcool médical avec de fausses ordonnances. Tout le monde triche, tout le monde profite, sauf le gouvernement qui a perdu des millions en taxes. Al Capone apprend vite. Il apprend à gérer les livraisons, à corrompre les policiers, à négocier avec les autres gangs. Il apprend à tuer aussi, quand c'est nécessaire. Mais surtout, il apprend à penser comme un homme d'affaires. Pour lui, la prohibition n'est pas un problème moral, c'est une opportunité économique. Les gens veulent boire, il leur vendra de l'alcool. C'est aussi simple que ça. Il ne se considère pas comme un criminel, il se considère comme un entrepreneur qui répond à une demande. En 1925, Johnny Torrio est blessé dans une fusillade. Il survit de justesse. Cet événement le marque profondément. Il réalise qu'il est temps de partir. Il vend toutes ses parts à Capone et retourne à New York. À 26 ans, Al Capone devient le patron du crime organisé à Chicago. Il contrôle un empire qui génère des millions de dollars chaque année. Il possède des distilleries, des brasseries,
des speakeasy, des maisons de jeu, des maisons closes. Il emploie des centaines d'hommes. Il paie des dizaines de policiers, de juges, de politiciens. Mais posséder un empire ne suffit pas. Il faut le défendre. Et à Chicago, les rivaux ne manquent pas. Le North Side Gang, dirigé par Dean O'Banion, refuse de se plier aux règles. O'Banion est un Irlandais charismatique qui vend des fleurs le jour et du whisky la nuit. Il est audacieux, imprévisible, dangereux. Les tensions montent, les incidents se multiplient. Un camion volé ici, une livraison interceptée là. Capone essaie de négocier, mais O'Banion refuse de se soumettre. Le 10 novembre 1924, 3 hommes entrent dans le magasin de fleurs d'Aubagnon. Ils lui serrent la main. Puis ils sortent leurs armes et le tuent. Personne n'est jamais arrêté pour ce meurtre, mais tout le monde à Chicago sait qui a donné l'ordre. La guerre des gangs commence pour de bon. Les années suivantes sont un bain de sang. Les cadavres s'accumulent dans les rues de Chicago. On tire depuis des voitures en mouvement. On pose des bombes dans les bars rivaux. On abat des hommes en plein jour, devant témoins, et les tueurs disparaissent sans laisser de traces. La police ferme les yeux. Les journaux comptent les morts comme on compte les points d'un match de baseball. Capone s'installe au Metropole Hotel, puis au Lexington Hotel, qu'il transforme en forteresse. Il s'entoure de gardes armés. Il ne dort jamais 2 nuits de suite au même endroit. Il change constamment de voiture. Il porte un gilet pare-balles sous ses costumes élégants. Il sait qu'à tout moment, une balle peut venir mettre fin à son règne. Mais malgré la violence, malgré les meurtres, Capone cultive une image publique soigneusement construite. Il se présente comme un bienfaiteur. Il ouvre des soupes populaires pendant la Grande Dépression. Il distribue de l'argent aux pauvres. Il paie le loyer de familles expulsées. Les journaux le photographient en train de sourire, de distribuer des billets, de jouer avec des enfants. Pour beaucoup de gens à Chicago, Al Capone n'est pas un monstre. C'est Robin des Bois, un homme qui défie l'hypocrisie d'une loi stupide et qui aide les nécessiteux. Cette dualité est fascinante. Comment un homme peut-il ordonner des meurtres le matin et distribuer de la nourriture aux affamés l'après-midi? Comment peut-il vivre dans le luxe le plus ostentatoire tout en se présentant comme l'ami du peuple? La réponse est simple. Al Capone comprend le pouvoir de l'image. Il comprend que tant que le public l'aime, tant que les journaux écrivent sur sa générosité, il sera difficile pour le gouvernement de le toucher. Et il a raison. Pendant des années, personne ne peut l'arrêter. Les témoins refusent de parler. Les jurés sont intimidés ou achetés. Les preuves disparaissent mystérieusement. Les policiers qui essaient de l'arrêter sont mutés ou retrouvent leur maison incendiée. Capone semble intouchable. Il se pavane dans les rues de Chicago comme un roi. Il va aux courses de chevaux, aux combats de boxe, aux matchs de baseball. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le salue. Il est devenu une célébrité. Mais dans les coulisses, les choses changent. Le gouvernement fédéral commence à s'intéresser sérieusement à Al Capone. Pas à cause de ses meurtres, pas à cause de ses speakeasies, mais à cause de ses impôts, ou plutôt de son absence d'impôts. Car malgré ses millions de dollars de revenus, Capone ne déclare rien au fisc. Il pense qu'il est au-dessus des lois. Il va découvrir qu'il se trompe. En 1928, le gouvernement crée une unité spéciale pour traquer les gangsters par leurs finances. L'idée est simple. Si on ne peut pas les condamner pour leurs crimes violents, on les condamnera pour évasion fiscale. C'est une stratégie nouvelle, créative, presque révolutionnaire. Et Al Capone sera leur première grande cible. Mais avant que cette stratégie ne porte ses fruits, un événement va choquer l'Amérique tout entière et transformer définitivement l'image
d'Al Capone. Un événement si brutal, si sanglant, qu'il deviendra le symbole de la violence de la Prohibition. Le 14 février 1929, la Saint-Valentin, un jour que Chicago n'oubliera jamais. Ce matin-là, 7 hommes se trouvent dans un garage du North Side. Ils attendent une livraison de whisky. Ce sont des membres du gang de Bugs Moran, le principal rival de Capone. Soudain, une voiture de police s'arrête devant le garage. 4 hommes en descendent. 2 portent des uniformes de policiers. Les hommes dans le garage ne s'inquiètent pas. Les descentes de police sont fréquentes. On paie une amende, on récupère la marchandise plus tard. Routine. Les 4 hommes entrent dans le garage. Ils ordonnent aux 7 hommes de se mettre face au mur, les mains levées. Les hommes obéissent sans résister. Puis les mitraillettes se mettent à cracher. Le bruit est assourdissant dans l'espace confiné. Les balles déchiquettent les corps. Le sang éclabousse les murs. En quelques secondes, 6 hommes sont morts. Le 7e, grièvement blessé, agonise sur le sol. Les tueurs sortent calmement, montent dans leur voiture et disparaissent. Quand la vraie police arrive, la scène est apocalyptique. Les corps sont criblés de balles. Le sang forme des flaques sur le sol en béton. L'homme encore vivant refuse de parler avant de mourir quelques heures plus tard. Le massacre de la Saint-Valentin fait la une de tous les journaux d'Amérique. L'opinion publique est horrifiée. Soudain, Al Capone n'est plus Robin des Bois. Il redevient ce qu'il a toujours été, un tueur. Capone nie toute implication. Il était à Miami ce jour-là, loin de Chicago. Il a des alibis, des témoins. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait qui a ordonné le massacre. Le FBI ouvre une enquête. Les autorités de Chicago promettent de mettre fin au règne de Capone. Mais comme toujours, les preuves manquent. Les témoins se taisent, l'enquête piétine. C'est alors que le gouvernement fédéral décide de changer de stratégie. Puisqu'on ne peut pas prouver qu'il a ordonné des meurtres, on va l'attraper par l'argent. Elliot Ness, un jeune agent fédéral incorruptible, forme une équipe d'hommes triés sur le volet. On les appellera les Incorruptibles. Leur mission ? Détruire l'empire de Capone pièce par pièce, fermer ses distilleries, saisir ses camions, arrêter ses hommes. Pendant ce temps, une autre équipe, dirigée par l'agent du Trésor Frank Wilson, épluche les finances de Capone. Ils cherchent des preuves de revenus non déclarés. Ils interrogent des comptables, des employés de banque, des commerçants. Ils reconstituent minutieusement les flux d'argent. C'est un travail lent, fastidieux, mais ils avancent. Capone commence à sentir la pression. Ses speakeasies sont fermés les uns après les autres. Ses camions sont saisis. Ses hommes sont arrêtés. L'étau se resserre. Il essaie de corrompre les agents fédéraux, mais pour la première fois, l'argent ne fonctionne pas. Ness et son équipe refusent tous les pots de vin. Ils sont vraiment incorruptibles. En 1931, le gouvernement dispose enfin de preuves suffisantes. Al Capone est inculpé pour évasion fiscale. 23 chefs d'accusation. Des millions de dollars de revenus non déclarés. Capone pense pouvoir s'en sortir. Il a toujours acheté les juges, intimidé les jurés. Pourquoi cette fois serait-elle différente ? Mais cette fois, c'est différent. Le juge change le jury au dernier moment pour éviter toute corruption. Les preuves sont accablantes. Les comptables témoignent. Les documents bancaires parlent d'eux-mêmes. La défense de Capone s'effondre. Le 17 octobre 1931, le verdict tombe. Coupable. Capone est condamné à 11 ans de prison fédérale, 50 000 $ d'amende et 7 500 $ de frais de justice. C'est la peine la plus lourde jamais infligée pour évasion fiscale à cette époque. L'homme le plus puissant de Chicago, celui qui contrôlait un empire de plusieurs millions de dollars, qui achetait des policiers et des juges,
comme on achète des journaux, tombe pour une histoire d'impôt. Il y a quelque chose de profondément ironique dans cette chute. Toutes les balles tirées, tous les meurtres commis, toutes les lois violées, et c'est une feuille d'impôt qui le fait tomber. Le gouvernement américain venait d'inventer une nouvelle arme contre le crime organisé, une arme qu'il utilisera encore et encore dans les décennies suivantes, la comptabilité. Capone est d'abord envoyé à la prison d'Atlanta, puis à Alcatraz, la nouvelle prison fédérale de haute sécurité construite sur une île au large de San Francisco. Alcatraz est conçu pour briser les hommes. Pas de privilèges, pas de faveurs, pas de corruption possible. Les prisonniers sont isolés, surveillés en permanence, soumis à une discipline de fer. Pour un homme comme Capone, habitué au luxe et au pouvoir, c'est une descente aux enfers. Les années passent lentement derrière les barreaux. Capone essaie de maintenir son influence, mais son empire s'effrite. Ses lieutenants se battent pour prendre sa place. Certains sont tués, d'autres sont arrêtés. Les revenus diminuent. La prohibition prend fin en 1933, supprimant la principale source de profit du crime organisé. Le monde change. Capone devient une relique d'une époque révolue. Mais il y a quelque chose de pire que la prison qui ronge Al Capone. Quelque chose qu'il a contracté dans sa jeunesse, dans les bordels de Brooklyn et de Chicago. La syphilis, une maladie qu'il a négligée, qu'il n'a jamais soignée correctement. En prison, sans traitement adéquat, la maladie progresse. Elle attaque son cerveau. Il commence à montrer des signes de démence. Il perd la mémoire. Il a des hallucinations. L'homme qui terrorisait Chicago devient une épave. En 1939, après 8 ans de prison, Capone est libéré pour bonne conduite et parce que son état de santé s'est tellement détérioré qu'il ne représente plus une menace. Il a 40 ans, mais il en paraît 60. Son esprit est rongé par la maladie. Il se retire dans sa villa de Palm Island, en Floride, loin de Chicago, loin du monde qu'il a fait roi et qu'il a détruit. Les dernières années de sa vie sont tristes et pathétiques. Il vit entouré de sa famille, mais il ne reconnaît pas toujours les gens autour de lui. Parfois, il pense qu'il est encore le patron de Chicago. Il donne des ordres à des subordonnés imaginaires. Il compte de l'argent qui n'existe pas. Son frère et sa femme s'occupent de lui comme d'un enfant. Le 25 janvier 1947, Al Capone meurt d'un arrêt cardiaque. Il a 48 ans. Sa mort fait les gros titres, mais elle suscite peu d'émotion. Pour la plupart des Américains, Capone était déjà mort depuis longtemps. L'homme qui avait régné sur Chicago comme un empereur romain finit ses jours dans la confusion et l'oubli. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec sa mort, car Al Capone a laissé un héritage qui va bien au-delà de sa propre vie. Il a transformé le crime organisé américain. Il a montré qu'on pouvait bâtir un empire criminel aussi structuré qu'une entreprise légitime. Il a prouvé que la corruption pouvait acheter presque tout le monde. Il a démontré que la violence, utilisée de manière stratégique, pouvait être un outil de pouvoir redoutable. Mais surtout, l'affaire Capone a changé la manière dont le gouvernement américain combat le crime. Avant lui, on pensait qu'il fallait prouver les crimes violents pour condamner les gangsters. Après lui, on a compris qu'on pouvait utiliser les lois fiscales, les lois bancaires, les lois sur le blanchiment d'argent. Cette approche sera utilisée contre la mafia italienne, contre les cartels de drogue, contre les organisations terroristes. L'héritage de la chute de Capone se fait encore sentir aujourd'hui. La prohibition elle-même a laissé des cicatrices profondes dans la société américaine. Elle a prouvé qu'on ne peut pas légiférer la moralité, que interdire quelque chose que les gens désirent ne fait que créer un marché noir, que les lois mal conçues peuvent avoir des conséquences désastreuses.
Ces leçons, pourtant évidentes, seront oubliées quelques décennies plus tard, lors de la guerre contre la drogue. Chicago, la ville qui a porté Capone au sommet, a longtemps eu du mal à se défaire de son image de ville violente et corrompue. Même aujourd'hui, quand on pense à Chicago dans les années 20, on pense immédiatement aux gangsters, aux mitraillettes, au jazz et à l'alcool de contrebande. Cette image romantique masque la réalité brutale. Des centaines de morts, des vies détruites, une corruption systémique qui a miné les institutions démocratiques. Il est fascinant de voir comment la figure d'Al Capone a été récupérée par la culture populaire. Des dizaines de films, de séries télévisées, de livres ont été consacrés à sa vie. Il est devenu un personnage presque mythique, un anti-héros charismatique. On oublie les victimes, on oublie les veuves et les orphelins. On retient l'image du gangster élégant en costume 3 pièces, fumant un cigare cubain, souriant au photographe. Cette mythification dit quelque chose de troublant sur notre société. Nous sommes fascinés par les hors-la-loi, par ceux qui défient les règles, par ceux qui prennent ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Capone n'était pas un héros. Il était un criminel brutal qui a fait fortune sur la misère des autres. Mais parce qu'il avait du style, parce qu'il avait du charisme, parce qu'il a défié le gouvernement, nous en avons fait une légende. Il y a une question qui mérite d'être posée. Al Capone était-il un produit de son époque ou un monstre qui aurait réussi dans n'importe quelle époque? La réponse est probablement un mélange des deux. Sans la prohibition, Capone aurait peut-être été un petit gangster parmi tant d'autres. Mais il avait aussi des qualités qui l'auraient distingué dans n'importe quel contexte. L'intelligence, le charisme, la capacité à organiser et une absence totale de scrupules moraux. Car c'est bien là le trait définissant d'Al Capone. Il ne ressentait aucune culpabilité. Pour lui, les règles de la moralité ordinaire ne s'appliquaient pas. Il vivait selon son propre code. Tuer un rival n'était pas un meurtre, c'était une décision d'affaires. Corrompre un juge n'était pas un crime, c'était un investissement. Cette capacité à compartimenter, à séparer ses actions de leurs conséquences morales est ce qui lui a permis de faire ce que d'autres n'auraient pas pu faire. Mais cette même absence de conscience morale était aussi sa faiblesse. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi tout le monde ne pensait pas comme lui. Il ne pouvait pas imaginer que des agents fédéraux refuseraient son argent. Il ne pouvait pas concevoir qu'on puisse le poursuivre pour des impôts quand il avait tué tant de gens sans conséquence. Cette cécité morale a fini par causer sa perte. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'impact réel d'Al Capone sur l'histoire américaine. Certains le voient comme une figure mineure, un symptôme d'une époque folle plutôt qu'une cause. D'autres lui attribuent un rôle central dans la transformation du crime organisé américain. La vérité se situe probablement entre les deux. Capone n'a pas inventé le crime organisé, mais il l'a perfectionné. Il n'a pas créé la corruption, mais il l'a systématisée. Il n'a pas causé la prohibition, mais il en a exploité les failles avec un génie sans précédent. Ce qui est indéniable, c'est que son histoire continue de nous fasciner presque 100 ans plus tard. Elle contient tous les éléments d'une grande tragédie, l'ascension fulgurante, le pouvoir absolu, l'hubris et la chute inévitable. Elle nous parle de l'Amérique des années 20, de ses contradictions, de son hypocrisie, de sa violence sous-jacente. Elle nous rappelle que derrière le brillant des années folles se cachait une société profondément dysfonctionnelle. Les rues de Chicago que Capone parcourait en roi ont changé. Les speakeasies sont devenus des restaurants branchés. Les bâtiments où se déroulaient les fusillades sont maintenant des bureaux ou des boutiques de souvenirs. Le Lexington Hotel, sa forteresse,
a été démoli depuis longtemps. Mais l'ombre de Scarface plane encore sur la ville. Les tours de gangsters attirent les touristes. Les musées consacrent des expositions à la prohibition. L'histoire refuse de mourir. Et peut-être est-ce aussi bien. Peut-être avons-nous besoin de nous souvenir de cette époque. Pas pour glorifier Capone ou romantiser la violence, mais pour comprendre comment une société peut créer ses propres monstres. Comment des lois bien intentionnées peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Comment la corruption peut ronger les institutions démocratiques. Comment le désir de pouvoir et d'argent peut transformer des hommes ordinaires en tyrans. Car au fond, Al Capone n'était pas si extraordinaire. Il était un homme comme les autres, avec les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes faiblesses. Ce qui le distinguait, c'étaient les circonstances et ses choix. Les circonstances lui ont offert une opportunité unique. Ses choix ont déterminé comment il allait la saisir. D'autres hommes, dans la même situation, auraient peut-être choisi différemment. Lui a choisi la violence, le pouvoir, l'argent, et il a payé le prix. La prohibition a pris fin en 1933. Le 21e amendement a abrogé le 18e. L'alcool est redevenu légal. Les distilleries ont rouvert leurs portes. Les bars ont obtenu des licences officielles. Le marché noir s'est effondré du jour au lendemain. Les gangsters qui avaient fait fortune avec l'alcool ont dû trouver d'autres sources de revenus. Le jeu, la prostitution, le racket et plus tard, la drogue. Cette transition n'a pas été facile pour tout le monde. Beaucoup de gangsters, habitués à des profits faciles, ont refusé de s'adapter. Ils ont continué à opérer de la même manière, mais sans la protection relative que leur offrait un marché noir de masse. Les autorités, débarrassées de la prohibition, ont pu concentrer leurs ressources sur d'autres formes de criminalité. Les années 30 et 40 ont vu une répression féroce du crime organisé. Mais le crime organisé n'a pas disparu. Il s'est transformé. Les leçons apprises pendant la prohibition ont été appliquées à d'autres domaines. La structure hiérarchique mise en place par des hommes comme Capone est devenue le modèle standard. Les techniques de corruption, de blanchiment d'argent, de violence contrôlée sont restées. La prohibition avait été une école du crime. Ces diplômés allaient continuer à terroriser l'Amérique pendant des décennies. La mafia italienne, en particulier, a prospéré après la prohibition. Les familles qui s'étaient enrichies avec l'alcool ont investi dans des affaires légitimes, restaurants, hôtels, casinos, syndicats. Elles ont pénétré tous les secteurs de l'économie. Elles sont devenues une part intégrante du tissu social américain. Il faudra attendre les années 70 et 80 pour que le gouvernement fédéral, utilisant les techniques développées contre Capone, commence vraiment à démanteler ces organisations. Et même aujourd'hui, le crime organisé persiste. Il a évolué, s'est adapté aux nouvelles technologies, aux nouvelles opportunités. Le trafic de drogue a remplacé l'alcool. La cybercriminalité s'est ajoutée aux activités traditionnelles. Mais les principes de base restent les mêmes. Exploiter les marchés noirs créés par des lois restrictives, corrompre les autorités, utiliser la violence de manière stratégique. L'histoire d'Al Capone nous enseigne que le crime organisé n'est pas un phénomène isolé. C'est une réponse rationnelle à des opportunités créées par la société elle-même. Tant qu'il y aura des marchés noirs, tant qu'il y aura de la corruption, tant qu'il y aura de la pauvreté et de l'inégalité, il y aura des hommes prêts à exploiter ces failles pour leur profit personnel. Mais son histoire nous enseigne aussi que personne n'est au-dessus des lois. Capone a cru qu'il était invincible. Il a pensé que l'argent et la violence pouvaient tout acheter, tout résoudre. Il s'est trompé.
Le système juridique américain, malgré toutes ses imperfections, malgré toute la corruption qui le minait, a fini par le rattraper. Pas de la manière qu'il attendait, pas pour les crimes qu'il pensait avoir cachés, mais il l'a rattrapé quand même. Cette leçon n'a pas toujours été retenue. D'autres gangsters, d'autres criminels ont pensé qu'il serait plus malin que Capone, qu'il réussirait là où il avait échoué. La plupart ont fini comme lui, en prison ou morts. Quelques-uns, les plus intelligents, ont réussi à se retirer avant qu'il ne soit trop tard, à blanchir leur argent sale en investissement légitime, à mourir dans leur lit entourés de leurs petits-enfants. Mais ils sont l'exception, pas la règle. Car la vie de gangster, malgré tout le glamour qu'Hollywood lui prête, est une vie misérable. C'est une vie de paranoïa constante, où chaque ombre peut cacher un tueur, où chaque ami peut être un traître. C'est une vie où on ne peut faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. C'est une vie qui se termine presque toujours mal. Une balle dans la tête, une longue peine de prison, ou comme Capone, une déchéance lente et humiliante. Al Capone a vécu 48 ans. Pendant moins de 10 ans, il a été l'homme le plus puissant de Chicago. Pendant 8 ans, il a croupi en prison. Pendant 8 ans, il a été une épave rongée par la maladie. Quand on fait le calcul, sa période de gloire représente moins d'un cinquième de sa vie. Le reste n'a été que souffrance et déclin. Était-ce un bon investissement? Était-ce valable? Seul lui pourrait répondre. Mais à la fin de sa vie, quand la démence avait emporté la plupart de ses souvenirs, on peut se demander s'il se souvenait même de sa gloire passée. Il y a quelque chose de profondément triste dans le contraste entre l'homme au sommet de sa puissance et l'homme à la fin de sa vie. Le Capone de 1927, entouré de gardes du corps, se déplaçant en limousine blindée, achetant des juges comme d'autres, achète des journaux. Ce Capone semblait invincible. Le Capone de 1945, assis dans sa villa de Floride, perdu dans ses pensées confuses, ne reconnaissant plus les visages autour de lui, ce Capone était pitoyable. La maladie qui l'a détruit n'était pas une punition divine. C'était simplement le résultat de ses choix de jeunesse, de son mode de vie débauché, de son refus de se soigner. Mais il y a une certaine justice poétique dans le fait que l'homme qui avait détruit tant de vies se soit détruit lui-même de l'intérieur. Son cerveau, l'outil qui lui avait permis de bâtir son empire, est devenu son pire ennemi. Les psychiatres modernes pourraient probablement diagnostiquer Al Capone comme un sociopathe. L'absence d'empathie, la manipulation constante, le charme superficiel, la violence instrumentale, tous ces traits correspondent au profil. Mais les diagnostics psychiatriques ne changent rien à la réalité. Capone a fait des choix. Il a tué, volé, corrompu. Il a détruit des vies. Il a empoisonné une ville entière. Le fait qu'il ait peut-être eu une personnalité désordonnée ne l'excuse pas. Et pourtant, nous continuons à être fascinés par lui. Pourquoi? Peut-être parce qu'il représente une liberté que nous ne pouvons pas nous permettre. La liberté de prendre ce qu'on veut. La liberté de faire ce qu'on veut. La liberté de vivre sans se soucier des règles. C'est une liberté illusoire, bien sûr. Capone n'était pas libre. Il était prisonnier de son mode de vie, de sa paranoïa, de ses propres choix. Mais de l'extérieur, cela ressemblait à de la liberté. Il y a aussi quelque chose d'américain dans son histoire. L'immigrant qui arrive sans rien et qui bâtit un empire. Le self-made man qui réussit par son intelligence et sa détermination. Le fait que cet empire soit criminel, que cette réussite soit bâtie sur des cadavres, nous le mettons de côté pour retenir l'essence du récit, partir de rien et devenir quelqu'un.
C'est le rêve américain, dans sa version la plus sombre. La prohibition elle-même était très américaine dans son idéalisme naïf. L'idée qu'on pouvait améliorer la société par la loi, qu'on pouvait forcer les gens à être vertueux, qu'on pouvait résoudre des problèmes complexes avec des solutions simples. Cet optimisme, cette foi dans le pouvoir de la législation est typiquement américain. Et l'échec de la prohibition est aussi typiquement américain. Le refus d'admettre l'erreur, la continuation de la politique, malgré les preuves de son inefficacité et finalement la nécessité d'un désastre complet avant de changer de cap. Les années 20 restent une période fascinante de l'histoire américaine. C'était une décennie de contradictions. D'un côté, la prospérité économique, l'innovation technologique, l'effervescence culturelle du jazz et des années folles. De l'autre, la prohibition, la violence des gangs, la corruption systémique. C'était une société qui dansait au bord du précipice, ignorant les signes avant-coureurs de la catastrophe à venir. Car la Grande Dépression allait bientôt tout balayer. Le krach boursier de 1929 a marqué la fin de cette ère d'insouciance. Les années 30 ont apporté la pauvreté, le désespoir, le chômage de masse. Dans ce nouveau contexte, les gangsters comme Capone semblaient moins importants. Les gens avaient d'autres préoccupations que l'alcool de contrebande. Ils se souciaient de trouver du travail, de nourrir leur famille, de ne pas perdre leur maison. C'est dans ce contexte que Capone a ouvert ses soupes populaires. Un geste cynique pour améliorer son image publique? Probablement. Mais pour les milliers de personnes qui ont reçu un repas chaud grâce à lui, le motif importait peu. C'est une autre contradiction de sa personnalité, capable de tuer froidement un rival, mais aussi capable de nourrir des affamés. Peut-être voyait-il les affamés comme des pions utiles dans son jeu de relations publiques. Peut-être ressentait-il une empathie véritable, lui qui venait de la pauvreté et se souvenait de ce que c'était d'avoir faim. Probablement un mélange des deux. Les historiens aiment créer des récits clairs, avec des héros et des méchants, des causes et des effets. Mais la réalité est toujours plus complexe. Al Capone n'était pas un monstre unidimensionnel. Il était un homme complexe, plein de contradictions. Il pouvait être charmant et brutal, généreux et avide, loyal et traître. Cette complexité le rend plus intéressant, mais aussi plus dérangeant. Il est plus facile de rejeter un monstre qu'un homme. Les victimes de Capone méritent aussi qu'on se souvienne d'elles. Elles ne sont pas de simples statistiques. C'étaient des personnes réelles, avec des familles, des rêves, des espoirs. Le propriétaire de bar abattu parce qu'il refusait de payer le racket. Le policier honnête tué parce qu'il ne se laissait pas corrompre. Les hommes alignés contre un mur lors du massacre de la Saint-Valentin. Les anonymes empoisonnés par l'alcool frelaté. Tous ont payé le prix de l'ambition de Capone. Leurs histoires sont rarement racontées. On ne fait pas de films sur eux. On ne leur construit pas de monuments. Ils sont oubliés, balayés par le vent de l'histoire. Seul le nom de leur assassin reste dans les mémoires. C'est une injustice supplémentaire, posthume cette fois. Mais c'est ainsi que fonctionne la mémoire collective. Elle retient les grandes figures, pour le meilleur ou pour le pire, et oublie les figurants. Si nous voulons vraiment comprendre l'histoire de la prohibition et de ses gangsters, nous devons nous souvenir de ces victimes anonymes. Nous devons résister à la tentation de la glamorisation. Nous devons voir la prohibition pour ce qu'elle était, une catastrophe politique qui a causé des milliers de morts et qui a alimenté la corruption à une échelle industrielle. Et nous devons voir Al Capone pour ce qu'il était. Non pas un Robin des Bois moderne, mais un criminel brutal qui a exploité cette catastrophe pour son profit personnel.
Cette nuance n'enlève rien à l'intérêt historique de sa vie, au contraire. Comprendre comment un homme comme Capone a pu prospérer nous aide à comprendre les failles de notre société. Cela nous montre comment des systèmes mal conçus créent des opportunités pour les prédateurs. Cela nous rappelle que le crime organisé n'est pas un phénomène extérieur à la société, mais une excroissance de ses dysfonctionnements. Les leçons de la prohibition ont mis du temps à être apprises. Quelques décennies plus tard, l'Amérique a lancé sa guerre contre la drogue, répétant les mêmes erreurs. Interdire une substance désirée, créer un marché noir massif, enrichir les criminels, remplir les prisons, alimenter la corruption. La seule différence, c'est que la guerre contre la drogue a duré beaucoup plus longtemps et a causé encore plus de dégâts. Aujourd'hui, alors que certains États américains légalisent le cannabis, on voit les mêmes mécanismes à l'œuvre, mais en sens inverse. La légalisation fait disparaître le marché noir. Les revenus vont vers l'État au lieu d'aller vers les cartels. La violence diminue. Ce sont exactement les résultats qu'on avait observés après l'abrogation de la prohibition. Mais il a fallu presque un siècle pour réapprendre ces leçons. Al Capone n'aurait probablement jamais imaginé que son histoire servirait d'argument dans les débats sur la légalisation des drogues près d'un siècle plus tard. Il ne pensait pas en termes de politique, publique ou de réforme sociale. Il pensait en termes de profit et de pouvoir. Mais son histoire, malgré lui, est devenue une parabole sur les dangers des politiques prohibitionnistes. Il y a aussi une leçon sur l'importance de l'état de droit. Le fait que Capone ait finalement été condamné, même si c'était pour un crime relativement mineur par rapport à ses autres forfaits, montre que le système juridique peut fonctionner, même quand il est profondément corrompu. Cela a pris du temps, cela a nécessité des hommes et des femmes courageux, prêts à résister à la corruption. Cela a demandé de la créativité dans l'application de la loi. Mais finalement, justice a été rendue, d'une certaine manière. Bien sûr, on peut débattre de la qualité de cette justice. Capone aurait dû être jugé pour meurtre, pas pour évasion fiscale. Ses nombreuses victimes méritaient mieux qu'un verdict fiscal. Mais dans un système imparfait, on fait avec les outils disponibles. Les procureurs fédéraux ont utilisé les lois fiscales parce que c'était leur meilleure chance de le mettre hors d'état de nuire. Était-ce la justice idéale? Non. Mais c'était mieux que rien. Cette approche pragmatique a créé un précédent important. Elle a montré que les criminels les plus habiles pouvaient être attrapés par leurs finances. Elle a donné naissance à toute une discipline du droit pénal, la criminalité en col blanc, les crimes financiers, le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, les enquêteurs financiers sont aussi importants que les détectives traditionnels dans la lutte contre le crime organisé. Les techniques développées pour coincer Capone ont évolué avec les technologies. Les comptables qui épluchaient des registres manuscrits ont été remplacés par des analystes qui traquent les transactions électroniques. Les virements bancaires, les crypto-monnaies, les paradis fiscaux, tous ces outils modernes du crime organisé ont leur contrepartie dans les techniques d'investigation modernes. Mais le principe reste le même, suivre l'argent. Si Capone vivait aujourd'hui, pourrait-il réussir de la même manière? Probablement pas. Les technologies de surveillance ont tellement progressé qu'il serait beaucoup plus difficile de cacher un empire criminel. Les communications téléphoniques peuvent être interceptées. Les transactions financières laissent des traces électroniques. La reconnaissance faciale rend difficile de se déplacer anonymement. Le crime organisé existe toujours, bien sûr, mais il doit être beaucoup plus sophistiqué pour éviter la détection. D'un autre côté, les technologies modernes offrent aussi de nouvelles opportunités pour les criminels.
Le darknet permet des transactions anonymes. Les crypto-monnaies compliquent le suivi de l'argent. L'internationalisation de l'économie permet de déplacer des fonds à travers des dizaines de juridictions. Le crime organisé du XXIe siècle est très différent de celui de l'époque de Capone, mais il reste tout aussi lucratif et tout aussi dangereux. La figure d'Al Capone continue d'inspirer les créateurs. Chaque génération réinterprète son histoire à travers le prisme de son époque. Dans les années 30 et 40, il était le méchant pur et simple, le monstre à abattre. Dans les années 50 et 60, avec le recul, il est devenu une figure plus ambiguë, presque romantique. Dans les années 70 et 80, l'accent a été mis sur son ascension, sur le rêve américain version criminelle. Aujourd'hui, les récits tendent à être plus nuancés, montrant la complexité de l'homme et de son époque. Cette évolution dans la représentation de Capone reflète aussi notre relation changeante avec le crime et les criminels. Nous sommes devenus plus sophistiqués dans notre compréhension des facteurs sociaux, économiques et psychologiques qui créent les criminels. Nous reconnaissons que personne ne naît gangster, que les choix individuels sont influencés par le contexte. Cela ne excuse pas les crimes, mais cela les rend plus compréhensibles. Il est intéressant de comparer Capone aux autres grandes figures criminelles de l'histoire, à ses contemporains comme Lucky Luciano ou Meyer Lansky, qui ont eux aussi bâti des empires pendant la Prohibition, aux capos de la mafia italienne qui ont dominé la scène criminelle américaine pendant des décennies, aux barons de la drogue latino-américains qui ont fait fortune avec la cocaïne, aux parrains russes qui ont émergé après la chute de l'Union soviétique. Tous partagent certains traits, l'ambition, la violence, la capacité à organiser, l'absence de scrupules moraux. Mais chacun porte aussi la marque de son époque et de sa culture. Capone était très américain dans son approche. Il aimait l'ostentation, les démonstrations publiques de richesse. Il cultivait une image de bienfaiteur. Il croyait au pouvoir de l'argent pour résoudre tous les problèmes. D'autres criminels, dans d'autres cultures, ont été plus discrets, préférant l'ombre à la lumière, l'influence subtile à la démonstration de force. Capone ne connaissait pas la subtilité. C'était sa force, mais aussi sa faiblesse. Son amour du faste l'a rendu vulnérable. En attirant constamment l'attention sur lui, en se pavanant devant les caméras, en donnant des interviews aux journalistes, il s'est peint une cible dans le dos. D'autres gangsters, plus prudents, ont vécu plus longtemps et sont morts plus riches, parce qu'ils ont compris que le vrai pouvoir ne se montre pas, il s'exerce dans l'ombre. Mais Capone avait besoin de la reconnaissance publique. Son ego le demandait. Ce besoin de reconnaissance est peut-être la clé pour comprendre l'homme. Il ne suffisait pas d'être riche et puissant, il fallait que tout le monde le sache. Il ne suffisait pas de contrôler Chicago, il fallait être célébré pour cela. Cette soif de gloire l'a poussé à prendre des risques inutiles. Elle a aliéné des alliés potentiels. Elle a donné aux autorités la motivation nécessaire pour le faire tomber coûte que coûte. Un homme plus sage aurait pris l'argent et se serait retiré, aurait blanchi ses profits dans des investissements légitimes, aurait vécu confortablement sans attirer l'attention. Mais Capone ne pouvait pas faire ça. Il était accro au pouvoir, à l'excitation, au danger. Il était accro à être Al Capone. Et cette addiction, comme toutes les addictions, l'a finalement détruit. Il y a une tragédie grecque dans son histoire. Un homme doté de grands talents et d'une intelligence remarquable, détruit par son propre orgueil. Hubris, le mot grec pour cet orgueil démesuré qui précède la chute. Capone pensait qu'il était plus malin que tout le monde,
que les règles ne s'appliquaient pas à lui, que rien ne pouvait l'arrêter, et cette croyance l'a aveuglé au danger qui se resserrait autour de lui. Quand il a été condamné, il était choqué. Il ne pouvait pas croire que des impôts, de simples papiers, puissent le faire tomber. Lui qui avait survécu à des dizaines de tentatives d'assassinat, qui avait échappé à des centaines d'arrestations, qui avait défié tous les pouvoirs en place, vaincu par un comptable et un agent du fisc. L'ironie était cruelle, mais c'était aussi justice, car en fin de compte, c'est bien ce que nous retenons de l'histoire d'Al Capone, que personne n'est au-dessus des lois, que le crime ne paie pas, même quand il semble payer pendant un temps, que la violence et la corruption peuvent donner du pouvoir temporaire, mais pas durable, que les empires bâtis sur le sang finissent toujours par s'effondrer. Ces leçons peuvent sembler banales. Nous les avons entendues 1000 fois. Mais elles ont besoin d'être répétées parce que chaque génération produit de nouveaux Capone, de nouveaux hommes qui pensent qu'ils seront l'exception, qui croient qu'ils ont trouvé la formule pour échapper aux conséquences de leurs actes. L'histoire de Capone est là pour leur rappeler qu'ils se trompent. Mais au-delà des leçons morales, l'histoire de Capone nous offre une fenêtre sur une époque révolue. Chicago, dans les années 20, n'existe plus. Cette ville de contrastes brutaux, où la richesse ostentatoire côtoyait la misère la plus noire, où la loi était une suggestion plutôt qu'une obligation, où la violence était un outil de gestion courante. Le Chicago moderne a encore ses problèmes, mais c'est une ville différente. La prohibition appartient aussi au passé. Cette expérience sociale ratée qui a duré 13 ans et qui a causé tant de dégâts. Nous pouvons difficilement imaginer aujourd'hui un gouvernement qui interdirait l'alcool. L'idée semble absurde, mais elle ne l'était pas à l'époque. Des millions d'Américains soutenaient la prohibition. Ils croyaient sincèrement qu'elle améliorerait la société. Cette foi dans les solutions simples à des problèmes complexes n'a pas disparu. Elle se manifeste différemment aujourd'hui, mais le réflexe est le même. L'héritage de la prohibition et de ses gangsters se fait encore sentir dans la culture américaine. Le film de gangster est devenu un genre cinématographique à part entière. Les séries télévisées sur le crime organisé attirent des millions de téléspectateurs. Les jeux vidéo nous permettent de jouer aux gangsters. Cette fascination ne montre aucun signe de diminution. Mais pourquoi cette fascination? Pourquoi continuons-nous à raconter et à consommer ces histoires de violence et de crimes? Peut-être parce qu'elles nous parlent de quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Le désir de pouvoir, la tentation de la transgression, l'attrait du danger. Ces pulsions existent en nous tous, à des degrés divers. Les histoires de gangsters nous permettent de les explorer en toute sécurité, par procuration. Al Capone incarne ces désirs interdits. Il est l'homme qui dit non aux règles, qui prend ce qu'il veut, qui vit intensément, qui ne craint personne. C'est une figure de fantasme. Mais le fantasme se heurte à la réalité de la violence, de la prison, de la maladie, de la mort prématurée. Nous voulons le pouvoir de Capone sans ses conséquences. Nous voulons l'excitation sans le danger. C'est impossible, bien sûr. Le package vient en entier. Les vraies victimes du crime organisé ne trouvent rien de romantique dans ces histoires. Pour elles, la réalité de la violence, de l'extorsion, de la peur quotidienne n'a rien de glamour. Elles savent que derrière les costumes élégants et les voitures luxueuses se cachent des hommes brutaux, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Elles ont vu les corps, elles ont pleuré aux funérailles, elles ont vécu dans la peur. C'est cette tension entre le mythe et la réalité qui rend l'histoire de Capone si complexe. D'un côté,
Il y a l'image soigneusement cultivée, le Robin des Bois moderne, l'entrepreneur audacieux, le self-made man. De l'autre, il y a la vérité, un criminel violent responsable de centaines de morts. Les deux images coexistent dans notre mémoire collective, créant une figure profondément ambiguë. Cette ambiguïté est peut-être ce qui explique notre fascination continue. Les personnages unidimensionnels, purement bons ou purement mauvais, sont moins intéressants. La complexité, les contradictions, les zones grises, voilà ce qui captive notre attention. Capone était tout cela. Il pouvait être charmant et terrifiant, généreux et impitoyable, intelligent et impulsif. Cette multiplicité de facettes en fait un sujet d'étude inépuisable. Les psychologues, les sociologues, les historiens continuent d'analyser sa vie, cherchant à comprendre comment un enfant d'immigrés a pu devenir un seigneur du crime. Était-ce la pauvreté de son enfance, l'absence d'opportunités légitimes, l'influence de mentors criminels, la personnalité psychopathique? La réponse est probablement tout cela à la fois. Les trajectoires criminelles sont rarement le résultat d'un seul facteur. Elles émergent de la confluence de multiples influences. Mais réduire Capone à un ensemble de facteurs sociologiques serait aussi une erreur. Il a fait des choix. À chaque étape de sa vie, il aurait pu choisir différemment. Il aurait pu rester à l'école. Il aurait pu chercher un travail honnête. Il aurait pu refuser de rejoindre les gangs. Il aurait pu, une fois riche, se retirer et vivre confortablement. À chaque tournant, il a choisi le chemin du crime. Ses choix étaient les siens. La question de la responsabilité individuelle versus les facteurs sociaux est au cœur de nombreux débats sur le crime et la justice. Où placer le curseur entre la compréhension des causes et l'attribution de la culpabilité? C'est une question sans réponse simple. Dans le cas de Capone, nous pouvons reconnaître que son contexte a créé des opportunités et des influences criminelles tout en maintenant qu'il reste responsable de ses actes. Les deux perspectives ne sont pas mutuellement exclusives. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Capone ne peut pas être séparée de l'histoire de son époque. Il était le produit de la prohibition, de la corruption de Chicago, de l'immigration italienne, de la violence urbaine des années 20. Sans ces éléments contextuels, il n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est devenu. Mais d'autres hommes, dans le même contexte, ont fait des choix différents. Certains sont devenus des travailleurs honnêtes, d'autres des artistes, des intellectuels, des militants. Le contexte crée des possibilités, mais ne détermine pas les choix. En réfléchissant à l'héritage de Capone, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il penserait de sa postérité. S'il savait qu'un siècle plus tard, les gens parleraient encore de lui, feraient des films sur sa vie, visiteraient les lieux où il a vécu. Serait-il flatté? Probablement. Son ego démesuré se nourrirait de cette attention posthume. Serait-il satisfait de la manière dont on le représente? Peut-être moins. La vérité de sa fin misérable, de sa déchéance physique et mentale, ce n'est pas l'image qu'il aurait voulu laisser. Il voulait être un empire builder, être reconnu comme un homme de pouvoir, celui qui maîtrisait l'ensemble d'une ville, être adoré comme un bienfaiteur. Au lieu de cela, il est connu comme Scarface, comme exemple de l'hubris et de sa chute, comme leçon d'avertissement sur les dangers du crime et de la maladie non soignée. Cette conclusion n'est pas satisfaisante narrativement. Nous aimons les fins clairs, les arcs narratifs complets. Mais la vie réelle n'offre pas toujours ces satisfactions. L'histoire de Capone se termine non avec un bang spectaculaire, comme dans les films, mais avec un whimper pathétique. Un homme autrefois,
puissant réduit à l'ombre de lui-même, mourant dans l'obscurité relative de sa villa floridienne. C'est peut-être la leçon la plus dure de toutes. Le pouvoir est éphémère. La gloire est fugace. La santé peut être détruite irréparablement. L'argent ne peut pas tout acheter. Toutes ces vérités banales prennent une dimension concrète quand on les voit incarnées dans la trajectoire d'un homme réel. Les dernières années de Capone devraient être enseignées comme partie intégrante de son histoire. Pas seulement l'ascension glorieuse, pas seulement le règne tout-puissant, mais aussi la chute humiliante. C'est l'histoire complète, c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui devrait tempérer notre fascination pour les gangsters et leur mode de vie. Mais nous oublions facilement. Chaque génération doit réapprendre ses leçons. Les jeunes hommes dans les quartiers défavorisés voient encore les gangsters comme des modèles de réussite. Ils voient l'argent, les voitures, le respect que la peur inspire. Ils ne voient pas les cadavres, les prisons, les vies brisées. Ils croient qu'ils seront l'exception, qu'ils réussiront là où d'autres ont échoué. C'est le même aveuglement qui a affecté Capone, la même conviction irrationnelle que les règles ne s'appliquent pas à soi, la même incapacité à voir au-delà du gain immédiat pour anticiper les conséquences à long terme. Ce biais cognitif est profondément humain. Nous sommes tous enclins à penser que nous sommes spéciaux, que nous échapperons aux pièges qui ont piégé les autres. Mais l'histoire ne se soucie pas de nos illusions. Elle se répète encore et encore parce que nous refusons d'apprendre. Chicago a finalement réussi à se débarrasser de l'ombre de Capone. La ville s'est transformée. Elle a diversifié son économie. Elle a nettoyé sa police, du moins partiellement. Elle a construit des institutions culturelles de classe mondiale. Aujourd'hui, Chicago est connu pour son architecture, ses musées, son excellence culinaire. Mais demandez à n'importe qui dans le monde ce qu'il sait de Chicago, et il y a de fortes chances qu'Al Capone soit mentionné. L'ombre est longue, elle s'étend sur un siècle. Les descendants de Capone ont vécu avec ce fardeau. Porteur le nom de famille du gangster le plus célèbre d'Amérique n'est pas facile. Certains l'ont embrassé, écrivant des livres, donnant des interviews, capitalisant sur la notoriété. D'autres ont essayé de s'en distancer, changeant de nom, évitant la publicité, vivant des vies discrètes, loin des projecteurs. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas l'héritage qu'on reçoit. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants n'ont rien à voir avec ces crimes. Ils sont des personnes ordinaires, qui ont eu la malchance de naître dans une famille célèbre pour de mauvaises raisons. Certains ont travaillé activement à racheter le nom de famille, s'engageant dans des œuvres caritatives, vivant des vies exemplaires. Mais le nom reste entaché. C'est une autre conséquence des choix de Capone, une conséquence qui s'étend bien au-delà de sa propre vie. La maison de Palm Island, où Capone a passé ses dernières années, existe toujours. Elle a changé de main plusieurs fois. Des gens y ont vécu, probablement mal à l'aise avec l'histoire des lieux. En 2015, elle a été mise en vente pour près de 10 millions de dollars. Le passé, même sombre, a une valeur marchande. Le tourisme macabre est un secteur lucratif. Les gens paient pour visiter les lieux où se sont déroulés des événements horribles. Ils veulent toucher l'histoire, même quand cette histoire est sanglante. À Chicago, plusieurs entreprises proposent des tours guidés sur les traces de Capone. On visite les lieux des fusillades. On voit les bâtiments où se trouvaient ses speakeasies. On marche dans les rues qu'il a parcourues. Les guides racontent des anecdotes, mélangent faits et légendes, et les touristes prennent des photos. C'est devenu une attraction comme une autre, aseptisée, commercialisée, vidée de son horreur réelle. Cette commercialisation de la violence historique
pose des questions éthiques. Est-il acceptable de faire du profit sur des lieux de meurtre, de transformer la tragédie en divertissement? Les réponses varient selon les sensibilités. Certains y voient une forme d'éducation, un moyen de garder la mémoire vivante. D'autres y voient une exploitation cynique de la souffrance humaine. La vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est indéniable, c'est que l'histoire de Capone continue de fasciner près d'un siècle après son apogée. Cette fascination transcende les générations et les cultures. Des films sont tournés en Italie, au Japon, en Russie, tous inspirés par sa vie. Des livres sont écrits dans des dizaines de langues. Des jeux vidéo le mettent en scène. Il est devenu un archétype universel, le gangster, le hors-la-loi, l'homme qui défie l'ordre établi. Mais en devenant un archétype, il a aussi perdu une partie de son humanité. Il est devenu un symbole, une figure presque mythologique. On oublie qu'il était un homme réel, avec des peurs, des doutes, des moments de faiblesse. On oublie qu'il riait, qu'il pleurait, qu'il aimait sa famille. On ne retient que le masque public, la persona soigneusement construite. Et peut-être est-ce aussi bien. Peut-être que l'homme réel, dans toute sa complexité troublante, serait trop inconfortable à affronter. Les archives historiques continuent de révéler de nouveaux détails sur sa vie. Des lettres sont découvertes. Des documents déclassifiés apportent de nouvelles informations. Des témoignages oraux enregistrés dans les années 60 et 70, quand certains témoins directs étaient encore vivants, enrichissent notre compréhension. Chaque nouvelle découverte affine l'image que nous avons de lui, ajoute une nuance, corrige une erreur. Mais malgré toutes ces recherches, malgré tous ces livres et ces films, une partie de l'homme restera toujours mystérieuse. Nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il pensait. Quels étaient ses vrais sentiments? S'il regrettait ses actes, s'il avait une conscience qui le tourmentait. Les documents historiques nous donnent les faits externes, mais pas la vie intérieure. Cette zone d'ombre est frustrante pour les historiens, mais elle laisse aussi de la place à l'imagination, à l'interprétation, à la création artistique. Les artistes continueront à réinventer Capone. Chaque époque le verra différemment, projettera sur lui ses propres préoccupations, ses propres questions. Dans les années 30, il incarnait la menace du crime organisé. Dans les années 50, il représentait un âge d'or du gangstérisme. Dans les années 70, il symbolisait le capitalisme sauvage. Aujourd'hui, il peut être vu comme un commentaire sur l'immigration, sur les inégalités, sur l'échec des politiques prohibitionnistes. Demain, qui sait quelle nouvelle interprétation émergera? Cette plasticité interprétative est le signe d'une figure vraiment historique. Les personnages mineurs de l'histoire ont une signification fixe. Les grandes figures historiques, en revanche, sont constamment réinterprétées, réévaluées, réimaginées. Capone a gagné sa place dans ce panthéon, pour le meilleur ou pour le pire. Il est devenu immortel, non pas par ses actes, mais par ce que ces actes représentent pour nous. Il y a une ironie finale dans tout cela. Capone cherchait la gloire de son vivant. Il voulait être reconnu, célébré, immortalisé. Il a obtenu l'immortalité, mais pas de la manière qu'il imaginait. Il est devenu un avertissement, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, un symbole des dangers du crime et de l'hubris. C'est une immortalité ambiguë, teintée de réprobation morale. Mais c'est quand même l'immortalité. Combien d'hommes peuvent dire que leur nom sera encore connu un siècle après leur mort? Combien ont laissé une marque aussi profonde sur l'imaginaire collectif? Dans sa quête obsessionnelle de pouvoir et de reconnaissance,
Capone a finalement réussi à devenir quelqu'un. Pas un héros, pas même un anti-héros, mais quelqu'un. Une figure que l'histoire ne peut pas ignorer. Et peut-être, au fond, c'est tout ce qu'il voulait vraiment. Être quelqu'un. Ne pas être juste un immigrant anonyme parmi des millions. Ne pas être effacé par le temps et l'oubli. Laisser une trace. Il a laissé une trace, effectivement. Une trace de sang, de corruption, de violence. Mais une trace indélébile. Dans les derniers moments de lucidité qu'il a pu avoir avant que la maladie n'emporte complètement son esprit, se souvenait-il de ses débuts à Brooklyn, du petit garçon qui se battait dans les rues sales, qui rêvait d'une vie meilleure, qui regardait les hommes riches passer dans leurs belles voitures et se promettait qu'un jour, ce serait lui? Avait-il conscience d'avoir réalisé ce rêve, même si le prix à payer avait été si élevé? Ou ne voyait-il que l'échec, l'empire perdu, la santé détruite, la dignité disparue, les années gaspillées derrière les barreaux, la richesse dissipée en frais d'avocat et en amendes, la famille qu'il avait mise en danger par ses choix, le fils qui porterait toujours le poids de son nom, tant de pertes. Pourquoi, au final? Ces questions, personne ne peut y répondre. Capone est mort avec ses secrets, ses pensées, ses regrets, ses espoirs. Tout est parti avec lui. Nous ne pouvons que spéculer, projeter nos propres sentiments sur cette figure lointaine. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être que connaître ses pensées intimes rendrait l'histoire moins fascinante. Le mystère a sa propre valeur. Ce qui nous reste, c'est l'histoire. Une histoire complexe, contradictoire, troublante. Une histoire qui nous parle de l'Amérique des années 20, de ses promesses et de ses échecs. Une histoire qui nous montre comment des politiques bien intentionnés peuvent créer des monstres. Une histoire qui nous rappelle que le crime ne paie pas, même quand il semble payer. Une histoire qui nous force à confronter notre propre fascination pour la violence et le pouvoir. Cette histoire mérite d'être racontée, non pas pour glorifier Capone, mais pour comprendre notre propre société, pour voir comment nous créons les conditions qui permettent à des hommes comme lui d'émerger, pour reconnaître nos propres responsabilités collectives dans la production du crime, pour apprendre peut-être à ne pas répéter les mêmes erreurs. La prohibition était une erreur monumentale, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, mais sur le moment, elle semblait être une bonne idée à des millions de personnes. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment des gens intelligents, bien intentionnés, ont-ils pu penser qu'interdire l'alcool résoudrait les problèmes de la société? La réponse réside dans une combinaison de moralisme, de simplisme et de refus de voir la complexité du monde réel. Les mouvements de tempérance voyaient l'alcool comme la source de tous les maux. Violence domestique, c'est l'alcool. Pauvreté, c'est l'alcool. Crime, c'est l'alcool. Cette vision simpliste du monde permettait une solution simple, interdire l'alcool et tous ces problèmes disparaîtront. Ils ne comprenaient pas que l'alcool était un symptôme, pas une cause, que les problèmes sociaux ont des racines profondes et multiples, qu'on ne peut pas les résoudre avec une loi. Mais cette tentation de la solution simple est toujours présente. Aujourd'hui, elle se manifeste différemment. On interdit les drogues et on pense résoudre le problème de la toxicomanie. On durcit les lois sur l'immigration et on pense résoudre le problème de l'intégration. On interdit certains contenus sur Internet et on pense résoudre le problème de la désinformation. À chaque fois, on oublie que la réalité est complexe, que les solutions simples à des problèmes complexes sont généralement inefficaces, voire contre-productives. L'histoire de la prohibition et de ses gangsters devrait nous servir de vaccin contre ce simplisme. Elle devrait nous rappeler que les conséquences non intentionnelles des politiques
peuvent être pires que les problèmes qu'elles cherchent à résoudre, que le monde réel est compliqué, que les gens trouvent toujours des moyens de contourner les interdictions, que créer des marchés noirs enrichit les criminels et corrompt les institutions. Ces leçons semblent évidentes, et pourtant nous continuons à les oublier. Génération après génération, nous répétons les mêmes erreurs. Nous interdisons, nous criminalisons, nous emprisonnons. Et nous sommes surpris quand les problèmes persistent, quand les marchés noirs fleurissent, quand les criminels prospèrent. Peut-être que nous ne sommes pas aussi intelligents que nous le pensons, ou peut-être que nous sommes trop attachés à nos certitudes morales pour voir la réalité en face. Al Capone n'a pas créé la prohibition, il ne l'a pas demandée, mais quand elle est arrivée, il a su en profiter. Il a vu l'opportunité avant beaucoup d'autres. Il a compris que cette loi stupide allait créer un marché massif pour l'alcool illégal. Il a organisé la production, la distribution, la vente. Il a fait exactement ce qu'aurait fait n'importe quel entrepreneur face à une demande massive et à une offre restreinte artificiellement. La différence, bien sûr, c'est que son entreprise était illégale et que pour la protéger, il devait utiliser la violence. Dans un marché légal, on règle les disputes devant les tribunaux. Dans un marché noir, on les règle avec des armes. C'est cette violence qui a fait de Capone un monstre aux yeux du public. Mais cette violence était une conséquence directe de l'illégalité du marché. Rendez l'alcool légal et la violence disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé en 1933. Cette dynamique se répète dans tous les marchés noirs. Le trafic de drogue est violent, non pas parce que les drogues rendent les gens violents, mais parce que les disputes commerciales ne peuvent pas être réglées légalement. Les cartels mexicains décapitent leurs ennemis non pas par sadisme gratuit, mais parce que la terreur est un outil de gestion dans un marché où les contrats ne peuvent pas être appliqués par les tribunaux. C'est la même logique qui animait les gangsters de Chicago dans les années 20. Cela ne justifie pas la violence. Rien ne peut justifier de tuer des gens pour de l'argent. Mais cela explique la violence. Et comprendre les causes est la première étape pour trouver des solutions. Si nous voulons réduire la violence associée au trafic de drogue, par exemple, nous devons nous attaquer aux conditions qui créent cette violence, l'illégalité du marché. C'est une leçon que la prohibition nous a enseignée, mais que nous avons du mal à appliquer. Le parallèle entre la prohibition de l'alcool et la guerre contre la drogue est frappant. Les mêmes arguments moraux, les mêmes prédictions de catastrophes si on légalise, les mêmes prisons surpeuplées, les mêmes organisations criminelles enrichies, les mêmes institutions corrompues, les mêmes victimes innocentes prises entre deux feux. Et pourtant, nous persistons. Nous continuons une politique qui a prouvé son échec pendant des décennies. Pourquoi? Peut-être par inertie, peut-être par peur du changement, peut-être parce qu'admettre l'échec d'une politique menée pendant si longtemps est politiquement difficile. Peut-être parce que les intérêts créés autour de cette guerre sont trop puissants, les prisons privées, les agences de lutte anti-drogue, les politiciens qui font campagne sur la loi et l'ordre. Tous ces acteurs ont intérêt à ce que la guerre contre la drogue continue, même si elle ne fonctionne pas. Al Capone aurait compris cette dynamique. Il comprenait que certaines personnes profitent du statu quo, même quand ce statu quo est désastreux pour la société dans son ensemble. Il en profitait lui-même, après tout. Il n'avait aucun intérêt à ce que la prohibition prenne fin. Quand elle a été abrogée, son empire a commencé à s'effriter. La légalisation était bonne pour la société, mais mauvaise pour les gangsters. Cette tension entre l'intérêt général et les intérêts particuliers est au cœur de nombreux problèmes politiques. Comment faire passer des réformes qui bénéficient à la majorité quand une minorité puissante y perd?
Comment surmonter la résistance de ceux qui profitent du système actuel? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais ignorer le problème ne le fait pas disparaître. L'héritage de Capone nous force à affronter ces questions inconfortables. Il nous force à reconnaître que nos choix collectifs ont des conséquences réelles, que les lois que nous votons, les politiques que nous soutenons façonnent le monde dans lequel nous vivons, que nous ne pouvons pas nous laver les mains et prétendre que le crime organisé est un phénomène extérieur à la société. C'est nous qui créons les conditions de son existence.